Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reçois Jean-Claude, merci d'être ici, qui va nous partager un petit peu son expérience. Donc je te laisse te présenter, voilà. Alors Jean-Claude, je donne mon nom de famille aussi? Allez. Comme tu veux. Silvera, j'ai 58 ans et j'ai la sclérose en plaques depuis l'âge de 17 ans, cela veut dire 41 ans avec cette maladie qui est dans moi. Ok. Et puis, donc tu l'as eu à l'âge de 17 ans, c'est ça? Ouais, j'étais encore ado. Et qu'est-ce que tu as... Alors, avant la maladie, il y avait quelque chose, non? Alors, avant la maladie, j'ai un frère jumeau, hein, entre autres, on était tout le temps ensemble. Et avant la maladie, il y a eu une période où j'ai eu, je crois que c'était à l'âge de 10 ans, où j'ai eu une grosse infection, c'est-à-dire j'avais les jambes qui grossissaient de plus en plus. Et j'ai risqué de mourir déjà là, à l'âge de 10 ans. Et on avait pu arrêter grâce au médecin et puis l'hôpital. Puis ça s'est calmé, puis à l'âge de 17 ans, j'ai eu cette maladie qui a commencé par le manque de sensibilité, tout le côté gauche. Donc tout d'un coup, tu as senti un manque de sensibilité? Manque de sensibilité, je m'étais coupé, et puis le prof d'école me dit comme ça, le prof de cycle, il me dit mais attends, voir, t'es en train de saigner là. Je dis ah bon, où ça? J'ai regardé, je m'étais ouvert, et puis j'avais rien senti. Ok. Voilà. Et puis c'est comme ça qu'on a... bizarre, hein. Ouais, alors après, bon, j'avais été voir un médecin que je connaissais bien, qui était le docteur Singerzan à la permanence. Et puis lui, bon, il comprenait pas la chose. Et j'ai été le voir plusieurs fois. Et puis au bout de la 4e fois où ça commençait à avoir le manque de sensibilité avec la manque de force, c'est-à-dire où je commençais à avoir de la peine à marcher, à serrer les choses, à ce moment-là, il m'a dit non, cette fois il faut aller voir un neurologue. Donc il m'a envoyé voir un neurologue qui était à Plein Palais, le docteur Ansari. Je ne sais plus s'il est encore vivant, mais très bon neurologue. Et c'est lui qui a décidé de m'envoyer à l'hôpital, parce que pour lui, il avait suspicion d'une maladie qui était une maladie neurologique, style au système nerveux. Voilà. Après, on ne te donne pas le diagnostic tout de suite. Et l'évolution, elle a été rapide ou quand tu as senti les premiers symptômes? L'évolution a été très rapide parce qu'arrivé à l'hôpital, on m'a tout de suite, j'étais aux urgences, il y a un neurologue qui est arrivé, on m'a tout de suite pris en charge, on m'a dit d'aller au 2e étage, on m'a mis au 2e étage, j'étais le plus jeune en plus dans le service, alors un peu la mascotte des infirmières et puis des médecins. Et je suis tombé sur le docteur Lefort qui était chef de clinique. Non, c'était... Oui, il devait être chef de clinique et puis... Non, c'était... Lefort, il était chef de clinique chez les femmes et puis le docteur Estade a été chef de clinique chez les hommes. Et le docteur Lefort m'a dit, on est obligé de te garder, on va te faire des examens à peu près 2 semaines. J'ai dit, ouais, ok. Alors, à 17 ans, tu es à l'hôpital. Tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire pendant 2 semaines ici? Et puis... jour en jour, mon état empirait, c'est-à-dire que j'ai quand même été dans une chaise et on a commencé, on me donnait le traitement, c'est-à-dire de la cortisone, pour essayer d'enlever l'inflammation qu'il y avait dans les systèmes nerveux et la moelle épinière, parce qu'au début, ils n'avaient pas encore fait tous les tests, et c'est la base qu'ils donnent au début. Après, ils ont fait des ponctions lombaires. Et là, on a vu qu'il y avait une sorte de barrière de globules blanches qui empêchait la moelle épinière de bien circuler. Ce qui fait un peu l'hémiplégie, c'est-à-dire un peu une paralysie. Hein. Et on a commencé après le traitement qui avait à ce moment-là, qui était en vérité Endoxan et puis Imurec. C'était 2 pastilles à prendre, c'est-à-dire, c'était pas... Alors c'était un mois un mois l'autre. Ok. Ça devait... Mais là, tu étais toujours à l'hôpital. Tu as fait combien de temps? 2 semaines ou non, j'ai fait 2 mois. Tu as fait 2 mois du coup. Et après, j'ai fait pratiquement 1 mois en clinique à Montana pour pouvoir me réhabituer. Et au fait, à ce moment-là, tu l'as vécu comment? Alors, à ce moment-là, à 17 ans, à 17 ans, comment j'ai vécu? Alors, j'ai vécu très mal parce que c'était la période où on allait faire nos camps hiver, c'est-à-dire faire du ski. Et mon frère est parti en camp de ski et moi je suis resté ici en me disant voilà, c'est tombé très mal. Alors c'est vrai qu'au début tu te dis
j'ai que 17 ans, ça m'arrive à moi. Pourquoi? Ouais, un petit peu l'injustice. Ouais, c'est un peu l'injustice parce que j'ai un frère jumeau, lui il a rien. Bizarre. Ouais. Et j'étais dans ma chambre. Bon, j'étais en chambre commune, hein, automatiquement, parce que c'était pas une chambre privée. Et quand tu as toutes ces personnes âgées de certain âge qui ont cette sclérose en plaques et tu les vois carrément tout le temps en chaise roulante, tu te dis, toi tu l'es, mais tu arrives à quand même marcher. On arrive à marcher quand même. Mais ça nous fatigue beaucoup plus vite. Ouais, parce qu'au fait, voilà, aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens, comme on en a parlé un tout petit peu avant de commencer, c'est que la sclérose aux plaques, il y a pas mal de gens qui savent ce que c'est, mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Alors après, il y en a beaucoup qui entendent parler, parce que des fois, il y a les dents de Téléthon. Voilà, ouais. Mais je pense que c'est une maladie qui est malheureusement pas très connue. Elle est connue maintenant. Elle est connue maintenant parce qu'il y a beaucoup de téléfilms qui expliquent qu'il y a ou non, de temps en temps une personne qui a une sclérose en plaques. Mais c'est très faussé, comme je dis. Parce que la sclérose en plaques, j'ai vu un téléfilm dernièrement, il y a à peu près une année, où la personne disait à ses enfants, j'ai la sclérose en plaques et je vais mourir de la sclérose en plaques. Et on la voyait se dégrader, et le médecin à la fin disait, ouais, elle est morte de la sclérose en plaques. Ce qui n'est pas vrai. En fait, c'est le côté dramatique des... Voilà, c'est pas vrai. N'ayez pas peur, la sclérose en plaques n'est pas transmissible, n'est pas mortelle. On meurt avec la sclérose en plaques parce que c'est une maladie qui est incurable. Voilà, incurable. Mais on ne meurt pas à cause de la sclérose en plaques. La seule maladie où on peut mourir vis-à-vis qui est une sclérose, c'est la sclérose amyotrophie. Voilà. Pour moi, pour notre cas, nous, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui te paralyse, qui te fait des paralysies d'un côté ou de l'autre. Moi, c'était le côté gauche. Après, c'était la jambe gauche, bras droit. Tout dépend comment c'est, parce que ça touche dans nos systèmes nerveux. C'est-à-dire que le système nerveux, dans votre cerveau, on a de la myéline. C'est comme une prise. Quand tu coupes une prise, et puis que c'est ouvert, l'électricité passe moins vite. Et chez nous, ce qu'on a, point de vue de la sclérose en plaques, c'est il y a des passages dans ton cerveau, dans la myéline, qui est détruit, c'est-à-dire qu'elle est à vif, et quand il y a une inflammation, automatiquement l'électricité passe moins vite. Et c'est ça qui fait, les paralysies, qui fait les manques de sensibilité, qui fait des pertes de la vue, parce que j'ai eu aussi la perte de la vue. Tu as aussi une paralysie faciale, je crois. J'ai eu aussi une paralysie faciale, mais surtout la vue. J'avais un œil qui ne voyait pas très bien, mais c'était surtout ça. Après, il y a la moelle épinière, qui fait que pas tout le monde a les deux. Moi, j'avais les deux, c'est-à-dire la myéline, où il y avait une sorte de barrière de globules blanches qui t'empêchait que la moelle épinière circule bien. Et le système nerveux où il y avait ces fameuses plaques blanches qui est en vérité la destruction de la myéline, c'est-à-dire de la gaine de fibres nerveuses. J'ai eu plus du côté ça surprend tout le temps. du cerveau qu'en vérité de la myéline. Alors là, dernièrement, j'ai fait une IRM. C'était la première fois que je faisais une IRM vis-à-vis du médulaire. Et c'est la première fois que je voyais mes taches, les taches blanches que j'avais dans la moelle épinière. Ça a dû te faire bizarre, non? Ben oui, parce que je ne savais pas qu'on pouvait aussi avoir des taches blanches, ce qui veut dire la destruction des gaines qu'il y a autour du médulaire. Et donc à 17 ans, tu as fait ces 3 mois d'hospitalisation, et après tu es sorti. Alors je suis sorti. Comment? Tu étais en chaise? Non, je marchais. Je faisais pas grand chose non plus, j'étais à la maison. Après, arrivé à la maison, j'ai dit un jour, non, j'ai pas fait de plongée. Non, je dis plongée, mais moralement. Alors, moralement, non, parce que j'avais toujours des amis qui venaient me voir. Okay. J'avais le soutien de mon père, le soutien de ma mère, et le soutien de tous ces amis que j'avais. C'est-à-dire amis, quand on est jeune, c'est pas encore vraiment des amis. C'est eux qui ont réussi à me tenir debout. Après, au bout d'un mois que j'étais à la maison, j'ai failli demander d'aller en clinique parce que j'étais vraiment trop fatigué. Alors je suis monté à Montana, à la clinique genevoise,
et où j'ai commencé à un peu faire de physio, de la natation, où je marchais. Et puis c'est vrai que ça m'avait donné un peu de force à pouvoir me battre. Et ça a été pendant les 3 premières années, ça a été comme ça. C'est-à-dire que les 3 premières années, ça a toujours été des séquences très fortes. D'accord. Les 3 premières années, ça a été toujours des séquences très fortes, où j'avais ces parésies, où j'avais une perte de vue, paralysie faciale, manque de force dans les jambes, dans les bras. Et après, tu avais un mieux. Voilà. Après, on a fait ça, on a contrôlé. Après, il y a eu une période où j'avais moins de poussées, j'avais des visites automatiques chez les neurologues, et on a commencé j'ai commencé le vrai premier médicament qui était une piqûre 3 fois par semaine, qui était le Rebif. Je crois que je devais avoir 30 ans, je crois. C'était les premières piqûres pour pouvoir... Mais avant ça, tu avais des médicaments? J'avais toujours Imerec et Indoxan. Ouais, tu as tout là, depuis au fait qu'on a déclaré la maladie, tu as médicament en vie. Bon, moi j'étais un peu malin parce que j'avais un neurologue qui était le docteur Lefort, c'est lui que j'ai suivi après à l'extérieur, qui a été mon premier médecin. Et alors il me donnait toujours Imerec et Indoxan, puis il y a eu un temps où pendant à peu près plus d'une année, je n'avais pas pris de médicaments, rien. Ils n'étaient pas au courant, tout ça. Puis un jour, je lui dis, j'ai arrêté le médicament. Et puis il m'a dit, c'est pas très bien. On a recommencé le médicament, parce qu'il fallait absolument que j'aie un médicament, même que ça faisait 10 ans, à peu près, ouais, non, une année, voire 2 ans, je crois, à peu près, ouais, 2 ans, où j'avais pas pris de médicament. On voyait la différence, parce que j'ai eu quelques séquelles qui ressortaient. Je me disais, mais c'est pas grave, c'est pas grand chose, c'est léger, j'arrive à trouver le rythme pour pouvoir me reposer à leur repos. J'avais commencé un apprentissage en parce que justement les études, ça se passe comment? Alors, les études, je les ai faites, tout ce qui était école et cycle, j'ai fait normalement. Le cycle, la dernière année du cycle, j'avais les devoirs à la maison, c'est-à-dire à l'hôpital. Et puis après, j'ai commencé un apprentissage, qui était l'apprentissage boulanger, confiseur, chocolatier. Dont la deuxième poussée, je l'ai eue quand je travaillais. Et les neurologues de l'hôpital ont conseillé à mon père d'arrêter cet apprentissage parce que la chaleur pouvait aider que la maladie revienne. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est d'avoir, malgré les séjours à l'hôpital et les poussées, de se dire, je vais quand même faire un apprentissage. Ah oui. Un apprentissage normal, on va dire. Ça, c'est sûr. Une profession normale. C'est sûr. Être quelqu'un de normal, au fait. Tu as voulu. Je voulais vivre comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Mais. Se dire accepter la maladie. J'avais pas encore accepté la maladie. Tu n'avais pas encore accepté? Non, j'avais pas encore accepté la maladie. Il a fallu à peu près 5-6 ans avant que j'accepte. D'accord. Que tu te dises, ça fait partie de moi. Voilà, je me suis battu beaucoup avec ma maladie, mais il a fallu à peu près 6 ans en tout cas pour que je me dise que la maladie, c'est comme un ami. Parce que peut-être que je l'ai géré différemment. Parce qu'après, j'ai dû arrêter la boulangerie. J'ai commencé dans la vente. Oui. Donc j'ai fait toutes mes années d'apprentissage en tant que vendeur et j'ai fait des années en plus pour devenir responsable et la gestion du personnel. Tout ce qui était formation, gestion du personnel, j'ai fait des cours du soir pour pouvoir avoir toutes ces certificats que je puisse me dire je vais pouvoir travailler. Alors ce que j'ai fait, j'ai été gérant de magasin, plusieurs magasins, d'habits toujours, ou au Grand Passage, quand il y avait encore le Grand Passage. Grand Passage, pour les plus anciens d'entre nous. J'ai quand même été responsable. Et la Placette. Voilà, mais la Placette, j'ai jamais trop, j'y suis pas allé. J'avais mon ex-femme qui travaillait là-bas, une de mes dédicace pour les anciens. Voilà. Mais autrement, le Grand Passage, j'ai fait Hey, j'ai fait H&M, j'ai été responsable dans plusieurs magasins. En tout cas, moi, ça me... j'admire vraiment ta volonté de se battre parce que je pense que... Alors, c'est pas pour faire une différence. À l'heure actuelle, il y a pas mal de gens qui
qui se laissent aller facilement dès qu'ils ont un petit problème dans la vie. Voilà, ouais, ça c'est vrai. Et surtout les jeunes qui... Alors, on est d'accord, il y a... Toutes les générations ont des problèmes. Je pense que notre génération a pas mal de... Les générations futures, on leur laisse pas peut-être le meilleur des mondes, mais on a l'impression qu'ils n'ont plus envie de se battre comme nous on avait envie. J'ai un exemple, c'est mon père. Et toi, quoi. Voilà, j'ai un exemple, c'est mon père. Mon père, il s'est fait enlever un rein parce qu'ils ont cru qu'il avait un cancer, dont il n'avait pas. Après, il s'est fait enlever le côlon, dont comme il moi. avait une poche, qu'il a gardé à peu près, on va dire, 8 mois. Mais pendant toute cette période qu'il avait la poche, il était complètement perdu. Complètement perdu. Puis je regarde mon père et puis je lui dis, papa, je vais t'expliquer un truc. Fais comme moi. Il me dit comment? Fais comme moi. Toi, t'avais quel âge à cette époque? Je devais avoir 35-36 ans. Ah oui, donc ça faisait déjà... des années que j'avais déjà ça. Ouais. Et j'ai dit, papa, fais comme moi. Il me dit, comment quoi? Comment? Je dis, dis-toi que tant que tu as du moral, tant que tu te bats, que tu vas de l'avant, tu vas voir d'ici 5 voire 6 mois, la poche, tu l'enlèves. Parce que pour lui, on lui avait dit qu'il allait la garder plus long, qu'il allait la garder à vie. Oui. Et à peu près 5-6 mois après, on lui a enlevé la poche. Ouais. Et je me suis battu avec mon père. Je lui ai dit, vas-y, il faut faire des choses, il faut te battre. Et je donne ce conseil même aux personnes qui ont la séance en plaques, que je côtoie de temps en temps, ou la personne que tu verras un jour qui a eu un AVC, je leur dis, battez-vous. J'ai dit, c'est pas parce qu'on a un handicap, qu'on a un problème, qu'on ne peut pas faire ce qu'on a envie. On le fait, mais différemment. On adapte. Ça, c'est le principe que j'ai. C'est-à-dire que la plongée, au début que j'ai commencé la plongée, c'était en 1996. Et ça, on va en parler parce Ouais. que on va dire, donc toi tu es président d'une association qui permet aux handicapés de faire de la plongée. Voilà, tout à fait. Et on va en parler On en parlera après. Mais j'ai toujours fait des trucs où je me disais que j'étais capable de le faire, mais différemment, à ma vitesse et surtout à mon rythme. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que, alors ça on fera une vidéo dans un futur parce que j'ai un ami qui a eu à peu près la même chose que moi. C'est vrai que la poche, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose de très difficile à vivre pour la plupart des gens parce que voilà, ça touche quand même une certaine intimité et puis on a une différence physique et beaucoup de gens ont vraiment de la peine à l'accepter. À accepter, oui, c'est sûr. Et moi en ayant eu 2 mois, ouais, on va dire 2 mois, un peu plus. Au début, on l'accepte et plus on l'a, plus on a envie qu'elle parte. Ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est deux choses différentes. Moi, on le voit plus, mon handicap. Oui. D'accord. Mais quand je l'ai, on voit cet handicap. Que la poche, on la voit pas. Oui, alors après la poche c'est soi-même, c'est parce que c'est toi. On a l'impression que les gens ils y voient. Alors nous, moi spécialement, de voir que je marche de temps en temps, ça m'arrive d'avoir la jambe qui part, moi ça me dérange pas. Les gens ils viennent, ils disent, ah t'as un problème avec ta jambe? Oui, c'est des séquelles, c'est des cicatrices qui se réveillent, c'est un peu logique. Après, la personne qui a une poche c'est différent. Oui. Parce que la poche, il l'a quand même 24 heures sur 24. Oui. Il doit faire attention à la changer, à l'enlever pour quand même nettoyer. Et suivant les habits, ça se voit. Et voilà. Alors là, c'est deux choses différentes. Ouais, parce qu'il faut dire quelque chose. En fait, nous, on est des anciens voisins. On habitait dans le même immeuble il y a 20 ans, pendant pas mal d'années. Et c'est vrai que, avant qu'on en parle de ta maladie, les premières années qu'on s'est rencontrés, qu'on se voyait dans l'immeuble, jamais je me serais dit que tu avais une maladie. Parce que franchement, moi je te voyais faire de la plongée, je te voyais très actif, en plus tu adores les animaux, donc tu es tout en dehors avec tes chiens, etc. Donc je voyais quelqu'un qui avait une vie qui paraissait totalement normale. Oui, tout à fait, je l'apprenais comme ça. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que quand tu me l'as dit, je ne sais plus après combien d'années qu'on se côtoyait, parce qu'on parlait un peu de ton club de plongée. Ouais, sur le moment, je me suis dit, ça m'a un peu. Pas choqué, je ne vais pas dire choqué, mais je me suis dit, ça m'a. Pas froidi, ça m'a. J'étais un peu admiratif, je me suis dit, c'est vraiment génial
de savoir ce qu'il a, parce que tu vois, pour moi, avant de te connaître, pour moi, la sclérose en plaques, facilement, c'est une personne qui est très handicapée, qui est très amoindrie, et il y a peu de gens, il y a des gens qui malheureusement se battent et des gens qui se battent moins. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, wow, la maladie qu'il a depuis les années qu'il a, l'énergie, la forme qu'il a, c'est admirable pour moi, voilà. Donc, en vérité, la sclérose en plaques n'est pas une maladie qui est paralysante tout de suite. Il y a plusieurs formes dans la maladie. Ouais. Tu as 3 formes. Tu as la forme comme j'ai moi, c'est une rémitante, c'est-à-dire que tu vas avoir des poussées. Pendant un moment, tu n'en auras plus, même des années et tout ça. Après, elle va revenir, mais ça va même pas te laisser vraiment des séquelles. Des cicatrices, ça, tu en auras toujours. Ouais. Mais des séquelles, non. Après, tu as la deuxième phase qui est quand même une phase différente où quand une poussée arrive, tu as toujours une partie de l'handicap que tu auras. Par exemple, le manque de sensibilité, la perte de force, la lourdeur et tout ça, qui va, en tout cas, un truc va rester. D'accord. Et tu as la troisième forme où la personne qui a un certain âge, ça peut être à partir de 40 ans. Moi j'ai toujours su que c'était à partir d'une personne qui a 40 ans. C'est surtout les femmes, parce que c'est une maladie de femmes, la sclérose en plaques. Il y a énormément de femmes, il y a plus de femmes que d'hommes qui ont la maladie. D'accord. Et après, elles ont la ménopause en plus. En plus, ouais. Voilà. Mais tu as la troisième phase où, par exemple, tu vas avoir une poussée et elle va rester, elle va s'installer. C'est là qu'après un certain temps, où tu vois que les gens s'installent dans une chaise. Et toi, là, donc actuellement, tu es dans une phase, on va dire, un peu stable. Alors, actuellement, je suis dans une phase qui est une phase stable, où il n'y a pas de poussée. Il y a des cicatrices qui se réveillent de temps en temps, mais ce ne sont pas des poussées. Et ça fait combien de temps que tu es en rémission, ouais. On va dire en stabilité. Bon, ça doit faire depuis que j'avais le Gilenya, le médicament après le rebif, qui était après les piqûres. Ça faisait à peu près 10 ans que je l'avais. Là, c'est vrai que là, j'avais déjà moins de poussées. En fait, ce qui doit être dur aussi, c'est de vivre avec une sorte d'épée Damoclès, comment dire. Tu penses des fois à ça? Moi, j'y pense pas encore. Je me dis, à partir de 60 ans, je verrai. Parce que c'est vrai que les personnes qui ont une sclérose en plaques qui est à mon niveau, c'est-à-dire au niveau de la première, de la rémitante, peuvent avoir après la deuxième phase. Mais tout dépend aussi de l'hygiène de vie que tu as. Bien sûr. Ça, on va faire D'ailleurs, on va faire quelque chose là-dessus. Ouais. Je pense que la nutrition et l'hygiène de vie, c'est très important. Ouais. Alors moi, j'ai un ami que j'ai connu dans une association de sclérose en plaques, dont j'étais le vice-président. C'était la sclérose en plaques de Genève, l'association de sclérose en plaques de Genève. Et je l'ai connu comme ça, qui était au début comme moi. Et puis je lui disais, mais tu sais... il faudrait peut-être que tu commences à faire un peu de sport, un peu marcher, un peu faire plein de trucs. La personne me disait, oh, je suis tout non, moi je préfère rester chez moi assis. J'ai remarqué en l'espace de 3-4 ans, la maladie s'est installée. Et pourtant, il avait que la première phase. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes, parce que bon, je dialogue énormément sur Facebook aussi, sur les réseaux sociaux là, pour la sclérose en plaques. Il y en a beaucoup qui me posent la question. Je leur dis, faites du sport. Faites, mais à votre rythme. Ouais, bougez. Bougez. Ne restez pas chez vous à être enfermé, puis à vous morfondre pour la maladie. Parce que plus vous allez y repenser, plus la maladie va s'installer. Bien sûr. Et puis après, c'est comme, on va dire, l'amalgame, une vieille voiture. Si tu la laisses dans un endroit sans bouger, elle se grippe, elle se rouille. Tout à fait. Et voilà, elle marche moins bien. Il y a des services à faire. Moi, les services, c'est quand je vais voir mon neurologue, c'est tous les 3 mois, on a une visite médicale, on fait un contrôle. Là, j'avais dû changer de neurologue parce que celui que j'avais était un neurologue, c'était le deuxième chef de clinique qui était le docteur Estal, qui prenait sa retraite. Du coup, je suis allé chez un autre médecin qui est pas très loin, et qui est le docteur Miers. Et je peux te dire que cette personne m'a reconnu.
moi je ne l'avais pas tout de suite reconnu. Ben, c'était il y a à peu près une quarantaine d'années, quand j'allais voir le docteur Lefort, qui était le premier médecin que j'avais eu à l'hôpital. Ben, c'était le médecin qui était dans les locaux du docteur Lefort. Et il m'a dit, je vous ai tout de suite reconnu. Ça fait plaisir. Bien sûr. Et c'est lui qui m'a changé maintenant le nouveau médicament où j'ai arrêté ce médicament. Parce qu'à partir de 40 ans, là, ouais, il y a eu le Gilenya, il faut voir avec votre... Pour les personnes qui prennent le Gilenya, à partir de 45 ans, il faudrait faire une prise de sang qui est analysée au Danemark pour voir si vous n'avez pas un virus. Parce que le Gilenya, à partir de 45 ans, peuvent vous faire un virus à l'intérieur de votre corps. Alors moi je l'ai, le virus, qui est en vérité pas un virus mortel ni rien, ça peut faire quelques petits dégâts à l'intérieur, ce qui n'a pas encore eu le cas. Alors on a décidé de changer. Maintenant je vais faire un nouveau traitement, qui est un traitement qui est reconnu en vérité, qui est depuis des années, qui est l'Ocrevus, et c'est une perfusion tous les 6 mois. Alors déjà c'est plus les piqûres 3 fois par semaine comme je prenais avant. C'est plus le médicament, le Gilenya que je prenais tous les jours. Ce qui est bien pour le foie. Maintenant, c'est tous les 6 mois une perfusion. Les premières perfusions qui vont être faites prochainement, là, c'est une de 300 millilitres qui sera faite le 22 et une deuxième après un mois qui en vérité c'est la dose complète de ce que je devrais faire tous les 6 mois. Ouais, c'est simplement pour habituer le corps à un nouveau médicament, puis surtout à ce médicament qui peut avoir quelques séquelles. C'est-à-dire, les contradictions qu'il y a, c'est que tu peux avoir des allergies aux médicaments et tout ça, comme d'habitude pour n'importe quel médicament. Ouais, après, il faut voir aussi comment tu le tolères, comment tu réagis aux médicaments. Jusqu'à présent, tous les médicaments que j'ai pris, j'ai toujours bien toléré. Jusqu'à présent, et je touche du bois pour ça. Après, il n'y a rien qui devra m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et puis après, question vie de tous les jours, t'es pas plus... Par rapport aux autres maladies, t'es pas plus sensible que quelqu'un d'autre, par exemple comme il y a eu le Covid, avec le grippe, voilà. etc. Alors, j'ai fait tous les vaccins du Covid, je suis à la 5e dose, dont c'était à cause du Gilenya. Pourquoi? Parce que le Gilenya t'enlève 75% d'immunité. D'accord. C'est-à-dire que dans ton corps, il n'y a plus que 25%. Oui. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, comme quand tu te coupes, ça cicatrise beaucoup moins vite. Mais autrement, franchement, j'ai eu mon amie qui vit avec moi depuis à peu près maintenant 23 ans, me connaît très bien parce que ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. Elle connaît le début de ma maladie et elle a eu 3 fois le Covid. Je crois que c'était 3 fois ou 2 fois. Mais je ne l'ai jamais eu une seule fois. Ouais. Pas une seule fois. Pour en revenir un petit peu à ton association, parce que toi tu fais... Alors j'ai commencé la plongée en 1996 quand j'ai... Donc tu as eu le virus en 94. Je l'ai eu en 82. 82, c'est-à-dire qu'en 96, 14 ans après. Ouais. C'est-à-dire que tu avais travaillé pendant à peu près 31 ans. Ouais. Tu t'es dit, je vais me mettre à plonger. Ouais. D'ailleurs, je crois que tu t'es mis parce que tu as vu un reportage à la télé. Ouais, j'avais vu un reportage de greffe de moelle épinière. Donc ça m'a un peu paniqué. Et puis j'ai changé de chaîne. Et c'est là où j'ai vu des dauphins qui sautaient de tous les côtés. Puis j'ai dit, ça c'est mon meilleur ami parce que j'adore les dauphins. Je veux absolument aller plonger avec eux. Donc petite dédicace pour les anciens tout le temps. Vive les émissions de Cousteau. Voilà, tout à fait. C'était tout à fait ça. Et j'ai commencé à plonger en 1996. Donc tu t'es dit d'un coup, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Et quand tu as commencé où? Ici, à Genève, dans le lac. Et ils t'ont dit quoi la première fois? Tu leur as dit j'ai la sclérose en plaques? Alors, il fallait absolument avoir un certificat médical dont mon neurologue m'avait fait mon certificat médical comme quoi il était d'accord que j'étais apte à la plongée. J'ai fait de la plongée. Il y avait toujours des restrictions vis-à-vis pour moi, parce que psychologiquement parlant, c'est un sport que je connaissais pas. C'est un sport qui est quand même un sport à risque. Bien sûr, ouais. Il a fallu un bon moment avant que je commence à vouloir aller plus loin dans mes formations.
Et à peu près en 2000, j'ai commencé à faire toutes mes formations pour devenir instructeur. Donc tu es devenu passionné de ça. Voilà, mon but c'était de devenir instructeur, de former des handicapés. Et tu as plongé que dans le lac ou tu as fait aussi un peu Alors de j'ai mer? fait la mer Rouge. Alors j'ai fait la mer Rouge, j'ai fait tout ce qui est de la Méditerranée. J'ai fait l'Espagne, l'Italie, la France, tous les coins qu'il y avait en France. J'ai fait pratiquement, j'ai dû faire 4-5 lacs en Suisse. J'en ai encore d'autres à faire, hein, et puis plonger sous glace et tout ça aussi. Après, on m'a toujours dit. Mon but, c'est mon rêve. Mon rêve plutôt, c'est d'aller plonger en Polynésie française. Parce que j'ai des amis qui sont là-bas, qui ont un club. Et ça va être magnifique. Ouais. Et je disais, alors je sais pas si c'est vrai, mais ce que j'ai toujours entendu, c'est si tu plonges dans le lac, tu plonges n'importe où dans le monde. Voilà. C'est-à-dire dans n'importe quel lac, mer, tu peux plonger en Antarctique, parce que ici en lac, chez nous, l'avantage qu'on a où on plonge, déjà c'est un site de plongée qui est super, qui est Hermance, hein, la plage d'Hermance. C'est pour tout niveau. C'est-à-dire que ça descend très progressivement, sans trop avoir il n'y a pas de falaise, il n'y a rien, c'est toujours une petite pente. Tu peux faire tous les brevets, du premier brevet, c'est-à-dire si je prends de l'ACMAS suisse, on peut faire du P1 jusqu'au P4, jusqu'à l'instructeur. Si on prend chez PADI, SDI, TDI, chez PSS, dont moi je suis instructeur, traîneur chez PSS et SDI, là tu peux tout faire. C'est l'avantage. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans les mers, dans certaines mers ou même lacs. Quand il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de visibilité. Dans le lac, il n'y a pas de visibilité. Alors, on fait tout par boussole ou tout ça. Bon, après, à force de plonger au même endroit, tu y vas sans boussole, sans rien, parce que tu as tellement l'habitude de plonger que tu sais où aller. Après, il y a les courants. Oui. Les courants, c'est-à-dire que on peut aller aux Maldives sans problème. Sans problème, on peut aller plonger aux Maldives. Il y a énormément de courants. Après, qu'est-ce qu'il y a? Le froid. Ouais. À partir de 30 mètres, il y a quand même 4 degrés en hiver. Ah ouais. Voilà. On peut aller plonger en Antarctique parce que c'est à peu près la température qu'il fait. Donc, en fait, on a une chance extra. Nous, on a une chance extraordinaire. Tombé amoureux de ça. Moi, à chaque fois que je fais un élève, je leur dis, vous avez une chance, c'est que vous allez pouvoir plonger n'importe où. Donc, en fait, ton association, c'est vraiment pour tous les gens qui ont un handicap. Alors, mon association, en vérité, c'est le but de mon association quand j'ai créé, c'était pour l'handicap et j'avais aussi les valides. C'est-à-dire que je voulais mélanger valide handicapé. Et handi. Alors ça a été mon but, c'était ça en vérité. C'était de faire valide et handi, c'était parce que le but c'était que les gens puissent plonger ensemble. Voilà, qu'il n'y ait pas de différence. Ouais. Ce que l'handicapé des fois se dit ouais mais je suis pas comme lui et tout ça. Non, viens, tu vas plonger avec quelqu'un qui a le même il n'y a pas la maladie mais qui va t'apprendre des choses. Et dans l'autre sens, parce que comme on disait, alors moi j'ai remarqué, en parlant avec pas mal de gens, quand tu as des longues maladies, tu as assez vite... les gens ils ont presque peur de toi comme si tu... Voilà, tu as un peu mis de côté. On te regarde bizarrement. Regarde maintenant, si tu regardes il y a à peu près une trentaine d'années, est-ce que tu voyais autant de chaises roulantes? Non, c'est vrai. Maintenant, les gens... Mais on les regarde quand même, c'est quand même compliqué. Mais on les regarde peut-être quand même, mais il y a moins cette... Oui, c'est vrai. Tu vois? Moi, je me rappelle, quand j'étais encore jeune, quand j'ai eu les premiers temps que j'avais la séance en plaque, un jour, je vais au Grand Passage, avant que je commence à travailler là-bas, ça fait très longtemps Globus après. Pour les plus jeunes. Globus pour les plus jeunes. Et je vais là-bas, et puis il y a une dame qui me dit, il ne faut pas toucher. Je dis, pourquoi? Il dit, il ne faut pas toucher. Je lui dis, mais j'ai classe les roses en plaques, c'est pas mortel. La nana, elle m'a regardé, elle a fait comme ça. Ouais. J'avais 17 ans, hein. Ouais. C'est chaud, hein. Alors quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, oh, c'est pas héréditaire, c'est pas transmissible. Désolé, la vendeuse s'était remise en arrière. Et je crois que ça m'avait vachement touché.
Et c'est peut-être pour ça que j'ai voulu travailler au Grand Passage. Parce que je voulais retomber sur la nana. Et t'es retombé dessus? Bah, j'étais son chef. Ah, bah c'est bien. Et tu lui as dit, vous vous souvenez de moi? Voilà. Et la nana, elle s'est excusée. Ah. Ça, c'était un truc. C'était ta revanche. Non, c'était pas vraiment une revanche en vérité. C'était simplement remettre les pendules à l'heure. Voilà, en disant, voilà, tu te rappelles, j'avais 17 ans, j'étais venu là, tu m'avais dit ça. La nana, elle s'est rappelée. Elle s'est rappelée. Et puis elle s'est excusée. Et puis elle m'a dit, c'est pas parce que t'es chef que je m'excuse. C'est parce que j'étais trop conne. C'est bien. Alors là, franchement, j'ai trouvé très bien. Mais c'était pas une vengeance, c'était simplement lui faire comprendre que je suis là. Et puis après, du jour au lendemain. Et puis bon, je veux dire, j'ai toujours eu des bons contacts avec tout le monde, même dans mon travail. Il y en a même des fois, quand je partais de la société, il y en avait qui pleuraient parce que j'étais tellement gentil en tant que responsable. Que c'est peut-être pour ça que je suis très sensible, c'est dû peut-être à ma maladie, parce que j'ai quand même vécu pas mal de choses, déjà depuis l'âge de 10 ans, hein, on va dire, ce que j'ai eu les premiers temps. Mais franchement, ma sensibilité, en réalité, c'est d'aider les autres, en réalité. Pour moi, c'est pas un handicap. Pour moi, c'est un plus. Alors, je te rejoins parce que, à travers ces vidéos que j'interroge plusieurs personnes, et moi, ce que j'ai vécu, je me rends compte que des gens qui traversent, qui vont au plus près de la mort, ou qui vont vraiment dans des maladies graves, dans des pathologies graves, justement, ça les rend comme ça. Ils ont envie, après, d'aider les gens. Voilà, ils ont envie on n'a plus envie de violence, tout ça, on a envie de peace and love, comme on peut dire. Et puis en réalité, on se range dans le bon, pas dans le mauvais. Oui, exactement. Parce qu'en fait, on a vu un côté difficile, et de passer ça te permet de te dire, je veux pas que quelqu'un d'autre vive ça. Moi, la même chose. Moi, je me suis dit, ce que j'ai passé, je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Oui, c'est ce que je me dis. C'est un truc que je me dis toujours. Tu vois, moi, j'ai pas d'ennemis. Franchement, j'ai pas d'ennemis. J'ai des personnes où j'ai arrêté de les voir parce qu'il n'y avait pas une bonne entente, mais je leur souhaite jamais d'avoir ma maladie. Non. Même à mon frère, je vais toujours dire à mon frère. Frère, il me dit toujours, oui, c'est moi qui aurais dû être malade. Je lui dis non. T'aurais pas supporté. Je pense que c'est dur aussi pour ton frère, ça. Puisque vous êtes jumeaux, parce que je sais que les jumeaux, c'est très complice. Ouais. Et de voir que toi, t'es comme ça, et tu vois, c'est un peu... Je sais pas si mon frère aurait pu... En vérité, il présente mon frère jumeau, on est le jour et la nuit, en vérité. Je suis la personne qui va aider tout le monde, et mon frère va être plutôt la personne qui veut être aidé. Parce que même dans son... Il a une fiduciaire, il travaille très bien, il a des employés, tout ça. Mais au fond de lui, c'est-à-dire à l'extérieur, il va montrer que c'est un mec qui est... Un bâton? Non, pas un bâton. Très dur. Très dur pour n'importe quoi. Il va t'envoyer balader n'importe qui. Et puis, après, au fond de lui, c'est une carapace. Voilà. Moi, je vois en ce moment, il est pas bien, je l'aide beaucoup, sentimentalement, on voit qu'il n'est pas heureux. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas admettre certaines choses qu'on va lui dire. Que moi, si on va me faire une réflexion, on va me dire, voilà, il y a ça qui ne va pas, et je vais me remettre en question quand même. Ce qui est un peu logique. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on a tellement vécu de choses qu'on n'a pas pu faire, ou qu'on voulait faire, qu'on ne pouvait pas faire, que les reproches ou les compliments, tu les acceptes facilement. Plus les compliments que les reproches, mais tu les acceptes quand même. Mais oui, des fois il faut savoir se remettre en question. Mais donc on va revenir à ton association. Alors mon association, c'est en vérité une association. Donc au début tu as fait pour les deux. Ouais, j'ai fait pour les deux, ça a toujours été pour les deux, jusqu'à présent c'est toujours pour les deux. Je donne des cours autant pour les valides que autant pour les handis. Alors que ce soit handi ou valide, ils auront la même formation au rythme que je donne pour les valides. C'est-à-dire que si toi maintenant, on prend le cas, tu es valide pour moi, tu es d'accord? Je suis valide, 100% maintenant. Tu viens faire un cours chez moi. Le cours va être, tu auras ta théorie que tu feras sur internet,
les piscines qu'on fera à Hermance, mais au niveau de 3 mètres, et les cours, tout ça. La personne va le faire à son rythme. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est 5 piscines, 5 lacs, 4 théories. Ça, c'est le but, c'est le package de base. Le package de base. Chez moi, un élève, que ce soit un valide ou un non-valide, bon, on sait que les non-valides vont prendre plus de temps. Moi, par exemple, j'en ai fait un, j'ai mis 2 ans pour le faire. D'accord. J'ai fait des tétraplégiques. Un tétraplégique, j'ai fait 3 ans. Ouais. Pour qu'il soit vraiment certifié. Bah, je donne, par exemple, au valide, si moi je considère qu'il est bien, je pourrais le certifier. Mais je demande l'avis du plongeur. Je lui dis, est-ce que tu te sens capable d'avoir ton brevet? Ouais. Personne va te dire automatiquement, parce qu'il sait comment je suis, comment je plonge et tout ça. Et il va te dire, oui, non, non. Alors il dit, bah on continue. Jusqu'au moment que lui va se sentir. C'est pas moi qui va vraiment décider. Moi, si je trouve qu'il est bien, je vais lui dire, t'es très bien. Mais c'est lui qui doit sentir. Voilà, c'est la même chose que l'handicapé. On fait au rythme de la personne. Après, le but de mon association, j'ai pas de club. Je veux plus faire de club parce qu'il y avait des gens qui payaient leur cotisation, ils venaient jamais. Alors j'ai arrêté ce système-là. J'ai simplement un suivi des élèves que j'ai fait. Les gens qui veulent venir plonger avec moi, un coup de fil. J'aimerais bien plonger avec toi parce que ça fait un petit moment que j'ai pas plongé. Il n'y a pas de problème. Et donc ça fonctionne comment en fait, tu payes pour comme si moi je voulais faire un brevet de plongée. Alors tu payes ton brevet. Ouais. C'est-à-dire ton brevet, la licence avait été pour la fin. Je vais pas donner les prix comme ça. Les gens ils peuvent me contacter et je leur dirai. Mais le but tu payes un cours où tu as en vérité la théorie. Par exemple, si je prends le cas de chez PSS, il y a 11 modules pour le premier brevet. 11 modules. Les 11 modules, il le fait sur Internet. C'est-à-dire qu'il le fait à son rythme. Moi, après, j'ai les corrections. Je peux faire les corrections avec lui. Mais depuis Internet, on peut faire du Zoom, on peut faire plein de trucs. Ça, c'est ce qui est bien. Ça, c'est la nouveauté de toutes les fédérations. C'est de faire par Internet. Après, on fait les piscines. Ce qui aide aussi une personne paraplégique de pouvoir le faire tranquillement. De pouvoir faire tranquillement chez lui sans devoir être dépendant. Et s'il a un problème, il peut toujours envoyer un mail, c'est-à-dire qu'il a une touche où il demande help, j'ai un problème, moi je le reçois automatiquement et là, à ce moment-là, je lui téléphone pour qu'on puisse en discuter, se prendre rendez-vous, puis de voir pour lui expliquer où il avait ce problème. Ça, c'est l'avantage. Après, on a ces fameux modules qui sont les modules piscine, dont maintenant sur Genève on n'a plus de piscine. Avant on était à Varambé. Varambé maintenant nous a un peu virés, parce que soi-disant ils étaient en train de la refaire, et puis il n'y avait plus de créneaux pour nous. Alors du coup nous, pour moi spécialement, on fait en été piscine en lac, et tout ce qui est naturel en lac aussi. Avant on pouvait aller en piscine l'hiver qui était mieux, parce qu'on faisait piscine, tout ce qui était module piscine en hiver, et tout ce qui était module naturel, après on allait à partir du mois de mai qui faisait un peu plus chaud en lac. Alors maintenant on fait tout en lac. D'accord. Là, moi ça me dérange pas, hein. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, certaines écoles ou certains moniteurs, c'est vrai que ça dérange beaucoup. Ouais, puis il y a des appréhensions. C'est vrai qu'en lac, c'est... Alors, le but de la plongée, en réalité, c'est de passer un moment en apesanteur, d'accord? Oui, alors le but quand tu mets quelqu'un dans l'eau, moi par exemple, je te prends, d'accord? On va au bord de l'eau avec ton équipement, tout ça. Je ne vais pas te mettre la tête tout de suite au fond de l'eau, hein. Non. En premier, on va mettre la tête dans l'eau avec le détendeur en bouche et on va respirer tranquillement. Ouais, parce qu'il faut penser qu'il faut respirer lentement et calmement, respirer, expirer, d'accord? Et ne pas oublier de compenser le nez pour les oreilles. Oui. D'accord? Alors, on fait au début comme ça. Il y a certaines personnes qui ont l'appréhension, on va recommencer. Après, je dis, on va descendre sur 1 mètre. Oui. Si ça ne va pas, on remonte, il n'y a pas de problème. À force de leur dire comment on va faire la chose, comment on va apprendre, comment je vais leur expliquer, ça les met en confiance.
Et je suis toujours à côté de la personne. Parce que moi, j'ai fait une fois de la plongée dans ma vie, il y a très longtemps en Guadeloupe. Voilà, on est descendu à 3 mètres. Et c'est vrai que moi, au tout début, donc moi je nage très bien, il n'y a pas de problème et tout. Les premières fois, ça te fait vraiment bizarre de te dire, faut que je respire. Par la bouche. Le fait, parce que pour toi, dans ta tête, tu es sous l'eau, donc tu dois retenir ta respiration. Et là, tu te dis non, il faut que je respire. Et c'est vrai que, alors, quelqu'un comme 100% valide, en plus j'étais jeune et tout, je me souviens d'avoir eu cette appréhension. Après, une fois que tu le fais 2-3 fois, c'est bon. Mais je pense en plus, quelqu'un qui est paraplégique, tu vois, des fois, suivant l'handicap que tu as, ça doit être encore plus compliqué. Parce que déjà, des fois, souvent quand tu es handicapé, des choses simples qu'on ne se rend pas compte, pour eux c'est difficile. Et là, c'est encore un cap. Alors, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut vraiment aussi aider le paraplégique à passer une peur dans sa vie quotidienne et un cap. Et comme tu disais, parce que tu as un petit reportage que j'ai vu qui a été fait par les Monts Bleus, et c'est vrai que le fait de voler, parce qu'on vole, moi je me souviens, moi j'avais cette impression de voler, d'ailleurs au tout début on a de la peine à tenir. C'est une apesanteur au fond de l'eau. Et c'est vrai que je pense pour un paraplégique qui est toujours assis et tout, parce que c'est dur d'avoir cette sensation, ça va être extraordinaire. Cette sensation pour le paraplégique, ou je dirais plutôt le paraplégique parce que c'est plus flagrant. Oui. Quand il est dans l'eau, qu'on est en train de faire notre plongée et qu'on avance, il y a des moments où tu vois les jambes bouger. Oui, Et je ne vais pas dire que c'est un miracle, non, je ne vais pas dire ça, suite à la pesanteur, mais il y a quand même certaines électricités qui va te dire bouger la jambe. Oui. Et c'est flagrant. Une fois, j'avais filmé quelqu'un où je lui ai montré qu'il avait bougé ses jambes sous l'eau, comme s'il palmait. C'est impressionnant. Le tétraplégique, bon, lui, l'avantage qu'il avait, le tétraplégique, il faisait tout avec les bras. Oui. Il était tétraplégique, mais il pouvait encore bouger comme ça. Ouais, il avançait comme ça. Autrement, j'ai eu des aveugles qui est impressionnant. Hein. T'es obligé de. Je me suis mis dans le cas de l'aveugle parce que tous les instructeurs que j'ai formés pour la plongée handicapée, parce que je suis aussi instructeur pour. À la CMAS, mais pas CMAS Suisse, mais CMAS international, où je peux former des instructeurs, que ce soit valide ou non valide. Pour les instructeurs handi, par exemple, je les mets je leur mets un masque noir pour qu'ils soient dans le réel. Oui. Alors moi je l'ai fait. Mais vous avez des choses en braille, quelque chose? Alors non, on a des signes, on a le toucher pour leur dire combien de mètres un est, qu'est-ce qu'il doit faire, le hockey. Mais l'aveugle qui va plonger tout seul, il ne pourra jamais plonger tout seul. Il sera toujours accompagné d'une personne qui sera valide. Ouais. C'est comme pour le sourd. Le sourd, alors ça j'en ai fait. J'ai fait des baptêmes de personnes sourdes. Alors c'est super, mais alors qu'est-ce que c'est chiant. Oui. Parce qu'ils se parlent entre eux. Oui. Et puis là, toi, tu es là, tu te dis. Là, tu es sourd. Là, tu es sourd. Là, tu es sourd. Alors, tu te dis, quand tu arrives en haut, après, parce que dans le couple ou dans le groupe, tu as toujours une personne qui connaît les signes, et qui le parle, parce qu'il n'est pas sourd, lui. Alors, je dis, mais vous étiez en train de parler de quoi? On se disait des blagues. Je dis, ah bon, mais merci pour moi. Alors c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis bon, j'ai fait quoi? J'ai fait des gens de la sclérose aussi. J'ai fait des IMC, insuffisance moteur cérébrale. J'ai formé des gens dont à la CMAS française, c'est une pathologie où ils ne peuvent pas plonger. On est un peu fâché, la fédération française avec moi, parce que j'ai réussi à former 2 personnes qui avaient des IMC et qui ont réussi. Parce que le gros problème d'un IMC, c'est la respiration. Ils ont plus le rythme de la respiration quand ils sont pas sur terre. Ben, j'ai réussi à les faire plonger et d'avoir leur brevet de plongée et tout ça. Mais il m'a fallu du temps aussi, beaucoup de temps. Mais avec le temps et la patience, surtout la patience, qui est une de mes vertus que j'ai, hein, c'est la patience, tu y arrives. Et je pense que ça doit l'aider dans la vie de tous les jours pour sa respiration. Entre autres.
Ouais. Et là, j'ai vu dernièrement, parce qu'on se voit pas, on se voit plus en ce moment, il fait des plongées sous glace. C'est-à-dire, plongée sous glace, c'est-à-dire, tu rentres dans un trou, tu es dessous la glace et tu ressors dans le trou. Pour une personne IMC comme lui, qui avait des problèmes de respiration, même une normale, c'est angoissant. Et je suis désolé, bravo. Je dirais que bravo. Il y a des gens comme ça qui sont formidables. Et je le dis toujours, hein, c'est pas parce qu'on se revoit pas, mais je trouve que Carlos, il est vraiment extraordinaire. Il a quand même fait quelque chose de super. Il a continué dans le. Donc Carlos, c'est celui qui a eu un IMC. L'IMC. En tout cas, pour moi, en fait, à travers ton témoignage et là, ton association, donc on mettra bien sûr toutes les coordonnées, etc. Bah pour moi, le message que les gens, c'est vivez vos rêves, quoi. Voilà, vivez vos rêves et vivez votre vie. C'est-à-dire, faites ce que vous pouvez à votre rythme. Vous voulez faire de la plongée, mais faites de la plongée. Il y a certaines personnes qui peut-être ils pourront pas y aller jusqu'au bout parce qu'ils auront peut-être la trouille ou autre chose. Mais faites ce que vous voulez, que ce soit de la plongée, que ce soit de la marche, que ce soit de la montagne. Moi, je sais que quand j'étais vice-président de la séance en plaque, on avait fait le Mont Blanc. Oui. On devait faire le Mont Blanc, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était en 2000. C'était la sclérose en plaques. Et il y a eu sur une dizaine de personnes, 3 personnes qui avaient la sclérose en plaques qui sont montées jusqu'en haut du Mont Blanc. Ouais. C'est un exploit, ok. On n'a pas pris ça, on ne veut pas non plus dire qu'on a réussi, qu'on n'a pas réussi. Bon, moi j'ai commencé, mais c'est pas un truc qui me plaît, la montagne. Déjà, pour commencer, moi j'aime bien tout ce qui est profondeur. Mais je félicite ces personnes qui avaient réussi. On l'avait fait avec l'école des métiers, des arts et métiers de la Jonction. Et franchement, bravo. Ces gens-là ont compris qu'il fallait faire des choses à leur rythme. Et c'est ce que moi je veux apprendre, que ce soit à une personne valide ou non valide, faites les choses mais à un rythme différent. C'est vrai que dans les valides, il y en a certains qui ne peuvent pas parce qu'ils vont s'essouffler plus vite. Ils vont faire des choses. Pas se comparer aux autres. Voilà. Pas se comparer aux autres. On se compare pas. Et souvent, c'est le problème de beaucoup de gens. Alors moi, je vois parce que moi, j'ai fait des années de sport de combat et plein de choses, plein de gens. Donc j'étais admiratif. Hein, quand je voyais tes vidéos là avec tes filles là qui faisaient aussi, j'étais admiratif quand même. Hein. Je pense que la plupart des gens, malheureusement, on se met des barrières. On se met des barrières. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils se disent je ne peux pas le faire, je peux pas. Et alors moi aussi, moi c'est aussi les sports de combat. Je pense les sports de combat et puis après c'est le caractère. Moi, quand j'étais à l'hôpital, je me suis forcé des objectifs. Je me suis dit dans 3 jours je vais faire ça, dans 2 jours je vais faire ça, ce soir je vais faire ça. Même si c'est un petit objectif, hein. Même si c'est se raser ou se laver les dents. Il y a d'autres choses aussi. C'est de s'entourer de personnes qui nous aiment et qu'on sait qui sont là pas pour ce que tu es, mais pour ce que toi tu représentes vis-à-vis d'eux. Moi, je suis avec quelqu'un que j'admire énormément, qui est mon ami depuis à peu près 21 ans. Elle m'a toujours aidé pour tout en vérité. Oui, l'entourage c'est primordial. L'entourage c'est primordial. Après, il y a mon frère, il y a ma mère, il y a des amis que je ne pourrais pas changer. Mais l'entourage est très important. C'est ça la tristesse. Voilà. Des fois, il y a des gens qui ont malheureusement des grosses pathologies, etc. et qui se laissent abandonner par leur entourage. Moi, j'en ai vu à l'hôpital des personnes qui malheureusement avaient des longues maladies, qui espéraient. J'avais une personne qui était assise à regarder sa fenêtre toute la journée. En fait, moi, j'étais la voir parce que quand j'ai été réhospitalisé, je voulais savoir qui était dans ma chambre. C'est un truc de bête, mais je me suis dit, j'aimerais bien aller revoir ma chambre où j'étais la première fois, un peu comme un... Voilà. Et là, j'ai vu une personne âgée qui était en train de regarder par la fenêtre, qui ne bougeait pas. Elle pensait que c'était sa nièce qui venait. Et au fait, donc, après, je me suis dit, chaque jour, je vais aller la voir, passer un petit moment avec elle. Et au fait, elle passait sa journée à attendre que sa nièce vienne. Donc, elle avait des enfants et tout ça. Mais elle était toute seule à l'hôpital à regarder par la fenêtre. Et ça, c'est très dur. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai été super bien entouré. Et là, je remercie ma femme qui m'a vraiment boosté, etc. Et je lui dois beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai quelqu'un, une fois, quand j'étais aux soins intensifs, qui est venu, un couple qui est venu, la femme m'a vu, elle s'est mise à pleurer devant moi.
Et ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Ah ouais, ça c'est de pas pleurer, non, non. On veut pas de pitié de personne. C'est pas de la pitié, on veut pas la tristesse de la personne parce que nous on a un handicap. Et ça nous touche encore plus. Ça nous touche plus, ouais. Ça c'est vrai. Mais moi je me rappelle un truc, une fois, quand j'avais 18 ans, il y avait un papy qui avait une sclérose en plaques aussi. Et j'étais toujours avec. Pourquoi? Parce que cette personne se laissait aller, en vérité. Il se disait, ouais, je vais pas réussir à... Mais j'étais toujours avec, j'étais sa petite mascotte. Et je l'ai vachement aidé jusqu'au moment que je pars. Il a quand même réussi à remarcher, ce petit papy. Peut-être pas bien, mais il a quand même réussi à remarcher. Parce que j'étais toujours en train de lui dire, attends, moi je suis jeune, je suis un petit jeune, j'aimerais mieux être en boîte de nuit avec des copains à faire d'autres choses. Là je suis avec toi, maintenant tu vas pourquoi bouger. Moi je dois bouger, puis toi tu le fais pas. Ouais. Et puis à force de ça, bah, on avait sympathisé, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et un jour, il y a un notaire ou un avocat qui était venu, qui m'avait, il y a très longtemps après, hein, qui m'avait légué quelque chose. J'ai dit non, je veux pas. Oui, parce que ça tu l'as fait parce que je l'ai pas fait pour de l'argent, j'ai fait parce que j'ai du cœur et puis du cœur et puis j'aime l'être humain en réalité. Bien sûr. Il y a un moment, on fait ça parce que aussi ça nous fait du bien d'aider les autres. Il y a un moment. Moi j'aime bien. Oui. J'aime bien. Après, mon ami me dit tout le temps, ouais, mais t'aides toujours tout le monde, mais il n'y a personne qui t'aide. Je dis parce que je ne veux pas qu'on m'aide. Oui. Parce que j'ai pas besoin qu'on m'aide. Je le fais tout seul à mon rythme et à ma façon. Ce qui est un peu logique pour certaines personnes qui ont quand même des maladies assez dures à vivre. Bien sûr. De toute façon, quand on est malade, comme j'ai dit dans les dernières vidéos, on est toujours seul face à la maladie. Même si on est bien entouré, c'est quand même nous contre nous, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ah bah non, moi la seule chose que je voudrais dire, c'est s'il y a des jeunes personnes qui ont la sclérose en plaques et puis qui veulent savoir... te contacter, quoi. C'est-à-dire, quelle que soit la question ou quoi que ce soit, bah, ils peuvent me contacter. Sur Facebook. Sur Facebook. Donc on va mettre le lien. Ouais, on mettra le lien de Facebook ou mon téléphone. On pourra mettre aussi mon téléphone. D'accord. Pas de problème, je suis dispo. Je suis prêt à vous expliquer en gros ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Mon but, c'est que les gens qui ont la sclérose puissent vivre normalement. D'accord. Parce que c'est vrai que la sclérose en plaques, quand tu parles, quand tu es en couple, ça peut aussi poser des problèmes. Moi, mon premier mariage, j'ai divorcé à cause de ma belle-mère parce que j'avais une sclérose en plaques. Elle a tout fait pour. Après, il y a certains couples qui vont se déchirer facilement, puis il y en a d'autres, comme Nathalie et moi, ça fait à peu près 21 ans qu'on est ensemble, et puis voilà. Ça va vous aider à... Elle m'aide d'un côté, et puis moi je l'aide de l'autre pour d'autres choses. Et il y a une association, en dehors de ton association de plantes, pour ceux qui... À Genève, il n'y a plus d'association. Je sais qu'il y a des réunions qui se font, je ne sais plus si c'est encore valable, qui se faisaient au restaurant Manora, tous les jeudis soirs, à partir de 17h, je crois. C'est dommage qu'il n'y a plus d'association. Alors, oui, c'est dommage, mais il y en a ailleurs. J'avais l'intention de refaire quelque chose, un truc comme ça, pour que les gens puissent venir. Mais je me dis c'est trop fatigant. Moi je me rappelle quand j'étais vice-président de l'association, oui, ça prend énormément de temps. Et puis suivant les périodes de ta vie. Voilà. Mais si un jour il y a une association, quelque chose qui se fait, je vous tiendrai au courant. On vous tiendra au courant parce qu'on va peut-être faire un truc avec justement plusieurs personnes qui ont eu pour aider un petit peu les gens. En réalité, on pourrait créer un truc avec plusieurs pathologies. Plusieurs pathologies, oui. Et pouvoir leur expliquer. Tu sais, comme les addicts de drogue, les addicts de boissons, faire des fois des séances comme ça, et puis les gens expliquent leurs problèmes, comme ils ont, et puis si on peut les aider, pourquoi pas. Oui, et puis tu vois, par exemple, alors on viendra dans une prochaine vidéo, moi quand j'étais sur mon lit, que j'ai eu de la poche, on m'a dit, vous voulez à scratch ou à clip? Et là, tu es couché sur le lit, puis tu dis, c'est quoi la différence? Puis l'infirmière, elle vous dit, bah, il y a des gens qui préfèrent à clip, il y a des gens qui préfèrent à scratch. Puis moi, je lui dis, bah, je sais pas, mettez-moi ce que vous voulez. Et ça, c'est une question bête, mais c'est une question que moi, je me suis posée. Puis à un moment, bah, moi, on m'a mis scratch. Après, je me suis dit, scratch, c'est cool, mais ce serait peut-être bien clip. Donc, j'ai essayé les deux.
Mais c'est vrai que c'est un exemple bateau, mais dans toutes les maladies, il y a des moments où on vous pose une question qui paraît simple, mais non, vous ne savez pas. Et je pense que si on va sûrement faire quelque chose justement pour aider un peu les gens à se voir souvenir. Une personne que tu connais bien, monsieur, allez-y, on va essayer de trouver une avec lui. Petite dédicace. Petite dédicace à allez-y. Allez-y. Et puis donc toi, ton association, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut verser des dons? Il y a quelque chose? J'ai fait quelques demandes de temps en temps pour mais il n'y a pas des dons spontanés? Non, t'as pas fait ça. Alors il faudrait que tu aies Jeunesse et Sport, mais Jeunesse et Sport, ça sert à quoi dans la plongée? Parce que c'est pas bien sûr. Alors non, moi j'ai eu de l'aide, on a eu un compresseur grâce à Wilsdorf. D'accord, oui. Et on avait eu un autre compresseur au tout début, les premiers compresseurs par la loterie romande. Mais bon, c'est un chemin qui est très long pour pouvoir avoir des aides et tout ça. Malheureusement, c'est un peu le problème à Genève. En réalité, les seuls dons, c'est moi qui me les fais tout seul. Je les fais pour l'association actuellement. D'accord. Alors voilà. En tout cas, je te remercie infiniment pour ton témoignage. Ça fait un plaisir de partager ce moment avec toi. Et puis, j'espère que ça va aider tous ceux qui ont ta maladie et peut-être d'autres maladies, et surtout ne pas lâcher. Ne pas lâcher, que ce soit n'importe quelle maladie, je dis. Et croire en la vie, croire en l'avenir, croire en ses rêves, et puis aller de l'avant. Voilà, c'est ça. Accepter. Tout à fait. À tout bientôt. À tout bientôt, merci.